Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 19 heures, la totale dimanche. Voici le sommaire de votre magazine. Confraternellement, c'est une rubrique consacrée à nos confrères. Aboubacar Demba Sissoko de l'agence de presse sénégalaise est l'invité ce soir sur la fin d'année qui est bien particulière. 2020, une année de pandémie qui ne donne pas la tête à la fête. Ils sont nombreux au Sénégal à ne pas attendre le Père Noël. Coin Éco, la Côte d'Ivoire zoome sur la première puissance économique de l'UEMOA et troisième de la CEDEAO. Entretien avec l'expert financier ivoirien Jean-Marc Oulaye. Il est aussi spécialiste en intelligence économique. Ce sera l'affaire de Mamadou Ndiaye. Bouillon Culture, on fera le bilan culturel de l'année 2020 qui s'achève. Négatif pour le président de l'Association des métiers de la musique. Certains artistes préfèrent cependant voir le verre à moitié plein. Ailleurs à la parole aux musulmans de France, nous prendrons la direction de Paris, la capitale française, où nous attend notre correspondant Abdoulatif Diop. Tranche de vie, deux jeunes Sénégalais qui refusent de prendre la pirogue. Massamba et Youssou, cordonniers de leur État, ont choisi d'entreprendre dans leur pays en dépit des difficultés. Vie des plantes, le nénuphar en vedette, Kessendour a visité le jardin botanique de l'UCAD, son reportage à suivre. Et puis le tout va se terminer dans la bonne humeur. Nancy Diouf nous donnera la recette pour passer une bonne semaine. Bienvenue. Pandémie de Covid-19 et fin d'année, les Sénégalais ont-ils la tête à la fête? Il faut le dire tout de suite, certains pères et certaines mères de famille n'y pensent même pas. Les commerçants, eux, paradoxalement, s'y préparent. C'est un reportage d'Awa Diop. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas au marché Sandaga, en plein cœur du centre-ville de Dakar. Ce vendeur de prêt-à-porter et autres accessoires s'est approvisionné pour l'occasion, tout en espérant voir les clients en masse, comme cela se faisait chaque année à cette période de l'année. Les Sénégalais sont très impactés par le coronavirus. Et comme la maladie est toujours là, ils ne sont pas encore rassurés. Mais peut-être que d'ici la fin du mois, les choses vont changer. Et pour ce quinquagénaire, pas question de prendre des risques au moment où les cas se multiplient. Outre cette hausse, en tant que père de famille impacté par la crise sanitaire, il n'a pas vraiment la tête à la fête. Le virus est toujours là. La fête ne peut pas être célébrée comme auparavant. C'est clair. Les Sénégalais prêtent attention à la pandémie et les cas positifs augmentent chaque jour. Auparavant, à pareil moment, c'était la grande affluence. Mais cette année, avec la pandémie, les choses ont vraiment changé. Même chose pour cette maman, même si la fête de fin d'année permettait aux familles de se retrouver, elle regrette que cette fois-ci, cela ne soit pas envisageable. C'est un peu difficile avec cette pandémie. Donc, on est obligé de respecter les mesures barrières. Avec cette nouvelle vague qui va s'annoncer, donc ça va être vraiment très difficile de le faire. Donc on avait l'habitude de le fêter en famille. Mais cette fois-ci, peut-être on va essayer de tout faire pour respecter les mesures barrières. En famille, toute la famille se réunit, et on fête ensemble. Donc ce sera un peu difficile cette fois-ci. À cause de cette pandémie, il va falloir respecter les mesures barrières, surtout avec cette nouvelle vague qui va venir. Et il faut qu'on essaie aussi de protéger le troisième âge. Donc tout ça, c'est un peu difficile. Donc le regroupement, ça va être un peu difficile parce qu'on évite de se regrouper. Une fin d'année dans un contexte de hausse significative des cas de Covid-19. Certains Sénégalais ne pensent pas à festoyer, jugeant que dans le contexte actuel, les priorités sont ailleurs.
Aboubacar Demba Sissoko est journaliste culturel à l'agence de presse sénégalaise. Bonsoir. Bonsoir Mamoudou, bonsoir. Mais peut-on vraiment avoir la tête à la fête en cette période de pandémie de Covid-19? On peut avoir la tête à la fête, mais pas comme on l'a eu les années précédentes, parce que c'est une année particulière. On a eu une année avec peut-être 9 mois sans activité. Depuis le mois de mars, les choses ne se déroulent pas comme d'habitude, Et on peut avoir la tête à la fête en se disant que respecter le slogan « Restez chez vous oui. En restant dans le milieu familial, en épargnant les personnes âgées, en respectant ce qu'on appelle les gestes barrières, et puis essayer de vivre, de s'adapter à cette crise-là, de s'adapter. Aujourd'hui, on a perdu l'habitude de donner la main aux gens. On a perdu l'habitude de faire la bise. On a perdu l'habitude d'être très très proche. Donc, continuer à développer ça, mais se dire qu'il faut vivre et que c'est un temps qui va certainement passer. On peut avoir la tête à la fête. Ouais. Alors, le constat, je ne sais pas si vous l'avez fait, est que Dakar, la capitale, ne brille pas de mille feux comme d'habitude. Est-ce à dire que les autorités municipales et même étatiques ont choisi de jouer la carte de la prudence? Oui, je pense que même pour les autres fêtes déjà, on a constaté que, d'ailleurs avant-hier, le ministère de l'Intérieur a prolongé l'arrêté, l'effet de l'arrêté qui interdisait les rassemblements publics. Donc ça fait que tous les rassemblements qu'on avait prévus, place de l'Obélisque ou ailleurs pour fêter la fin de l'année, Noël et le Nouvel An, ces fêtes-là sont mises entre parenthèses. Et la semaine dernière, le président de la République rappelait qu'il faut respecter les mesures barrières. On crée une seconde vague. On crée une seconde vague, même si pour moi, on n'a pas eu parce qu'une vague, quand même, c'est quelque chose d'assez violent, d'assez puissant, mais ne pas être dans une situation où on se retrouverait débordé dans nos structures hospitalières, parce que on se retrouverait dans une situation où il n'y a pas suffisamment de lits pour des cas graves qui se présenteraient, mais il faut, si les autorités définissent des mesures à respecter, mais elles sont les premières à les respecter. Donc Dakar ne peut pas être paré de lumière comme il a été ces dernières années. On nous a habitués à une ville illuminée, mais on ne peut pas l'avoir. C'est une année particulière et il faut faire avec. Et puis il y a la crise économique. Oui, il y a la crise économique parce que beaucoup d'activités, par exemple dans le secteur de la culture, par exemple, c'est un secteur, je vous ai entendu en parler dans vos titres, c'est un secteur qui n'a pas du tout travaillé. Je crois qu'on a beaucoup insisté sur beaucoup de secteurs, mais le secteur de la culture a été le secteur qui a été le plus durement frappé par cette crise-là, parce que c'est un secteur qui fonctionne à 80% d'indépendants. Beaucoup d'artistes aujourd'hui, les artistes ont été dans une situation où des instrumentistes vendent leurs instruments carrément, leurs outils de travail. Carrément. Oui, des artistes ont été expulsés de leur domicile. Il y a eu des cas sociaux qui très 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 durs, et parce qu'il n'y a pas de spectacle. On est dans un système où les mécanismes qui permettent aux artistes de vivre de leur art continuellement, tous ces mécanismes-là ne sont pas en place, les droits d'auteur, les redevances et autres. Donc, quand il n'y a pas de spectacle, les artistes n'ont pas de revenus et ne peuvent donc pas faire face à des charges aussi élémentaires que le loyer, la prise en charge de la santé des enfants, de la scolarité et autres. Et dans d'autres secteurs économiques aussi, on a souffert. Il y a beaucoup de PME qui ont mis la clé sous le paillasson. Et c'est très dur, malgré le soutien que l'État a apporté à différents secteurs. Ça ne suffit pas. Il y a des secteurs il y a des PME dans certains secteurs qui n'arriveront pas à se relever. Et pourtant, Aboubacar Demba Sissoko, décembre, c'est
aussi une période de bouillonnement culturel. C'est des concerts, c'est des soirées de gala, c'est des tubes, de nouveaux tubes qu'on sort. Ça veut dire que cette année, vraiment, il faudra faire le deuil de tout cela. Pas tout à fait. Il y a deux parties. Il y a les grands spectacles qui sont organisés à ciel ouvert, par exemple à la place de l'Obélisque ou dans les salles comme le Grand Théâtre ou le Sorano. Ça, il faudra faire le deuil là-dessus. C'est très clair parce que les rassemblements dans ces lieux ne sont pas conseillés, sont totalement interdits. Mais depuis un mois et demi, les artistes occupent la scène dans les bars-restaurants, dans les auberges, dans des espaces privés. Tous les week-ends, le vendredi et le samedi, les artistes jouent, essayer parce qu'il y a aussi une demande. Il faut, en respectant bien sûr toutes les mesures, toutes les restrictions qui sont édictées, mais ce ne sera pas comme les autres années. Les artistes ont certainement travaillé pendant ces périodes de couvre-feu, de confinement et autres, mais c'est plutôt en 2000, c'est ceux qui vont arriver à se projeter et se mettre carrément sur 2021 pour faire des choses qui vont réellement prendre la température du milieu et puis essayer de rebondir. En même temps, on voit qu'il y en a certains qui font preuve d'imagination. Il y a maintenant des spectacles virtuels. Oui, il y a des spectacles virtuels et tout est pratiquement devenu virtuel. Hier, j'ai participé à un Zoom dans le cadre d'un festival qui se passe en Espagne, parce qu'on discutait de cinéma africain. Et oui, il y a un an, mais on n'aurait pas imaginé qu'on ferait des spectacles. Hier encore, je suivais Germaine Acogny, qui jouait au Théâtre d'Avey, et c'était en direct sur YouTube. Les nouvelles technologies ont été utilisées de manière à maintenir la vivante, la diffusion, la création artistique. Mais ça ne suffit pas. D'abord, ça ne garantit pas l'accès. Tout le monde n'a pas accès à l'Internet, malgré... ça peut être facile pour nous autres, mais ce n'est pas évident. Et il faut être aussi dans des conditions particulières pour pouvoir suivre de manière intéressante ces émissions-là. Mais c'est aussi un outil, il faut faire avec. Mais le côté humain, le côté contact. Il y a que l'artiste, tout comme le public, ils aiment être en contact. Exactement. Et ça, il faudra certainement attendre, même dans les pays européens où on avait ouvert les salles de cinéma, où on avait repris les activités. On s'est très vite rendu compte que ce n'était pas encore le moment de le faire et que on pouvait créer des clusters par-ci, par-là. Il faut donc être plus prudent. Alors, la dernière question, Aboubacar Demba Sissoko, c'est quand même, il faut que Père Noël descende du ciel avec des cadeaux, non? Les enfants vont en demander. Bien, les enfants vont en demander, ils en auront. Ils en auront. Les parents savent bien se donner cette peine-là de trouver des cadeaux, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les contraintes du moment. Les enfants réclameront leurs cadeaux. Il y en a qui comprendront que ce n'est pas possible, qu'il faudra attendre, mais il y a d'autres, ceux qui sont dans la tranche 6, 7, 8, 9 jusqu'à 12 ans, ils ne comprendront pas, il faudra leur trouver un cadeau. Et puis on peut se faire aussi des cadeaux adultes, aller en librairie, acheter des livres, acheter des objets culturels, aller se faire plaisir dans les restos qui sont ouverts, se faire ces petits plaisirs-là et se dire que demain est un autre jour et que ça ira mieux. Ce sera un monde peut-être sans Covid. Pas de cadeaux virtuels. Pas de cadeaux virtuels. Merci Aboubacar Demba Sissoko de l'agence de presse sénégalaise. Et bonsoir chez vous. Merci. Et bonne fin d'année. Bonne fin d'année, bonne année Merci. Par anticipation. Oui, que merci. 2021 sera meilleur. Sans Covid. Clair. Merci. Merci beaucoup. Merci.
Coin écho sur l'économie ivoirienne et son poids dans la sous-région. Depuis plusieurs années, le pays dirigé par Alassane Dramane Ouattara enchaîne un taux de croissance annuel qui frôle les 9%. La consommation privée et les investissements en sont les facteurs clés de succès. Premier pays producteur mondial de cacao et de la noix d'anacarde, la Côte d'Ivoire est la locomotive de l'UEMOA et la troisième puissance économique au sein de la CEDEAO. Le récit de Mam Abdou Gaye Kassé. La Côte d'Ivoire fait figure de puissance économique sous-régionale. Elle est la première puissance de l'Union économique monétaire ouest-africaine et troisième de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest derrière le Nigeria et le Ghana. Le pays de Félix Houphouët-Boigny contribue à plus du tiers du produit intérieur brut de l'UEMOA, estimé à près de 33 000 milliards de francs CFA en 2019 suite au rebasage et 60% de ses exportations agricoles. Le pays est placé depuis 2012 sur un sentier de croissance soutenu de l'ordre de 8% par an en moyenne. La consommation privée et les investissements, encore surtout publics, mais de plus en plus privés, sont les principaux contributeurs à la croissance. D'ailleurs, l'économie ivoirienne bénéficie encore d'un effet de rattrapage après la période de faibles investissements des années 2000 qui lui a permis de réduire le déficit en infrastructures. Ainsi, la Côte d'Ivoire disposerait d'environ 50% du réseau routier de l'UEMOA. Le pays maintient son rang de premier producteur mondial de cacao, plus de 40% de part de marché, et est même devenu en l'espace de quelques années le premier producteur mondial d'anacarde, autour de 20% de la production mondiale. En revanche, son secteur agricole ne représente plus que 22% du produit intérieur brut. Le secteur secondaire, qui en compte pour près de 23% et concerne principalement le raffinage de pétrole, l'énergie, l'agroalimentaire et le BTP. Enfin, le secteur tertiaire, qui prépondérait à environ 55% du PIB, est dominé par les télécommunications, les transports, la distribution et les activités financières. La croissance pourrait chuter à 2,7% du fait de l'impact de la pandémie de Covid-19, d'après les prévisions pessimistes. Toutefois, le Fonds monétaire international table sur un rebond fort à 8,7% dès 2021, ce qui en ferait l'économie la plus dynamique d'Afrique subsaharienne. À moyen terme, le rythme de croissance devrait se maintenir vigoureusement, l'inflation étant maîtrisée malgré la pandémie. L'amélioration du climat des affaires demeure une condition sine qua non au maintien d'un régime de croissance soutenu à moyen terme. Les autorités doivent cependant poursuivre les efforts pour améliorer l'inclusion bancaire. La Côte d'Ivoire affiche un taux de bancarisation faible de l'ordre de 22% de sa population, mais l'accès aux services financiers est porté à un peu plus de 70% en incluant l'usage de la monnaie électronique et la microfinance. Et le coin écho de la Total dimanche de ce 6 décembre 2020 reçoit Jean-Marc Oulaye, expert consultant financier et spécialiste en intelligence économique et stratégie. La Côte d'Ivoire est-elle une puissance économique qui s'ignore? Son poids dans la sous-région reflète-t-il un rôle et une responsabilité assumée? Le pays représente 40% du PIB de la sous-région. Poids lourd de l'UEMOA et de la CEDEAO, la Côte d'Ivoire, est l'objet donc de l'entretien Coeco. Bonsoir tous les deux, M. Oulaye, Mamadou Ndiaye. Bonsoir Mamadou. C'est parti pour votre entretien. M. Oulaye est un Ivoirien, il est fier de l'être, normal, mais en même temps aussi il suit de très près ce qui se passe dans son pays, où il y va de temps en temps, mais il est établi à Dakar, donc c'est un Sénégalais aussi. Alors la Côte d'Ivoire vient de remporter, parce qu'on est dans l'actualité, une victoire importante face donc à deux mastodontes de l'industrie du chocolat qui ont décidé maintenant de donner une quote-part plus conséquente pour financer un peu peut-être les paysans ivoiriens. C'est la résultante d'un effort de négociation de la Côte d'Ivoire ou c'est simplement un concours de circonstances? Merci bien. Je vais commencer d'abord par le protocole, en remercier donc la direction donc de ITV qui me donne cette opportunité donc de communiquer au travers donc de votre canal. Également, merci également à monsieur qui m'a invité. Alors,
comme je le dis, mon pays c'est l'Afrique et mon village c'est la Côte d'Ivoire. Donc je me sens parfaitement au Sénégal chez moi. Oui. Alors concernant donc la Côte d'Ivoire, retenons que l'économie de la Côte d'Ivoire est basée foncièrement sur le secteur primaire dans le départ, c'est-à-dire l'agriculture, etc., qui a été vraiment la vision donc du président fondateur Félix Houphouët-Boigny, qui faisait donc de l'agriculture donc l'un des piliers donc de l'économie ivoirienne, et notamment le cacao est un secteur donc déterminant. Alors cette filière a été donc secouée par plusieurs crises en termes de gestion parce que elle n'arrivait pas à se transformer. On avait des produits en fait qui étaient exportés de manière brute. Vous imaginez par exemple, on peut acheter le cacao à $2 et le ramener en Côte d'Ivoire à $15 parce qu'il est transformé sous forme de quoi? Sous forme de chocolat. Donc in fine, on perd dans le delta. C'est comme si nous on travaille la terre, on transforme les matières, on a les matières premières, on les exporte sous forme de fèves et ça revient donc au niveau donc du pays et donc c'est un manque à gagner. Et donc le gouvernement en place a vraiment fait des réformes structurelles phares qui fait que la Côte d'Ivoire fait partie des 10 pays les plus réformateurs à côté du Kenya et du Rwanda. Donc pour revenir donc à l'aspect donc de la chocolaterie, effectivement c'était des efforts qui ont été mis en place, des programmes qui ont été bâtis par le gouvernement du président Alassane Ouattara, que je veux féliciter sur ces aspects-là, sur les réformes qui ont été entreprises. Et donc c'est un travail acharné, coordonné, éventuellement qui a été donc bâti, et un lobbying fort qui a été fait au niveau de la sous-région qui a permis à la Côte d'Ivoire de se hisser à ce niveau-là. Très bien, mais nous n'oublions pas aussi que la Côte d'Ivoire justement c'est adjointe le Ghana qui est également un pays producteur parce que tous les deux justement partagent cette production-là. Merci. À mon sens, on est plus fort à 2 qu'à 1. Très bien. Si bien donc peut-être là il y a un déclic. On peut penser peut-être maintenant à une sorte de OPEP du cacao autour donc de Accra et autour justement d'Abidjan, ne serait-ce que pour peut-être consolider cette position-là et ensuite attaquer donc les grands industriels. C'est excellent ce que vous dites. Et moi, je pense qu'on doit planter le débat sur l'aspect géopolitique. Parce que nous devons faire en fait de notre voisinage, de nos frontières, doit devenir pour nous des forces, doit devenir pour nous des opportunités. Et donc, nous devons aller vers une mutualisation d'expériences. Aujourd'hui, le Ghana et la Côte d'Ivoire, en termes de production mondiale, s'établit à 65% donc de l'offre de cacao. C'est formidable. Donc pourquoi ne pas travailler ensemble pour que l'Afrique gagne, pour que nous puissions négocier dans le sens de négocier pour que les producteurs africains puissent vraiment tirer parti au maximum dans les échanges internationaux. Alors, est-ce que la Côte d'Ivoire est une puissance qui s'ignore? Vous, à l'intérieur, vous les Ivoiriens, vous qui voyagez un peu souvent, quand vous comparez justement ce que vous voyez à l'extérieur de ce que vous vivez à l'intérieur, avez-vous le sentiment que les Ivoiriens, d'ailleurs, la dernière élection le prouve, tout le monde est parti à l'élection, on est revenu et il n'y a pas eu casse. Il n'y a pas eu donc de débordement, il n'y a pas eu... Est-ce que, quelque part, les Ivoiriens ont pris une certaine maturité qui leur permet donc d'envisager l'avenir avec sérénité? C'est une très belle question. Dit que c'est une puissance qui s'ignore, je pense que c'est une puissance qui est consciente, mais effectivement, au niveau du développement du potentiel, au fur et à mesure que ça fait partie de l'histoire d'une nation, d'un être humain, au fur et à mesure qu'on pose des actes, on se rend compte qu'on est capable. Donc je dis que c'est un travail qu'on est en train de poursuivre. Nous avons une jeune démocratie, comme tous les autres pays. Et donc, effectivement, nous devons saisir l'ampleur, ou du moins la place stratégique que nous jouons dans la sous-région, pas dans le sens de se recoqueviller sur soi, mais d'être ouvert aux autres et de profiter donc de la richesse sous-régionale que nous avons. Parce qu'aujourd'hui, nous devons aller dans le sens où le Sénégal a une expertise en ressources humaines, en capital humain. Quand je sors, vous voyez que les sommités dans les différentes organisations internationales, le Sénégal, même en matière de diplomatie, la diplomatie sénégalaise est la meilleure diplomatie dans la sous-région. Donc aujourd'hui, il est question maintenant de s'ouvrir à l'autre, de travailler en partenariat, de travailler dans le sens de la coopération pour que l'Afrique puisse gagner. Donc la Côte d'Ivoire est en train de travailler dans ce sens, je pense, et les dirigeants en sont conscients. Oui, mais justement, est-ce que la diplomatie économique aujourd'hui est un axe important dans la politique étrangère de la Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est un levier vraiment que la Côte d'Ivoire utilise aujourd'hui? Oui, je pense qu'avec le président Ouattara, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été donc mis en place. Et qui est lui-même économiste. Qui est économiste. Oui, banquier de surcroît. Banquier de surcroît. Il était le numéro 2 du FMI, du Fonds monétaire international. Vous avez vu le retour de la BAD. Gouverneur de la Banque africaine, voilà, la Banque centrale, etc., qui était donc gouverneur de la Banque centrale. Donc, c'est quelqu'un qui est chevronné et qui maîtrise les arcanes de la finance. Et qui ont rassuré vraiment les investisseurs et qui ont permis à ce que la Côte d'Ivoire, dans le domaine financier, puisse faire un bond incroyable. Je vous donne donc les chiffres.
donc, de la Banque de France, on table autour de 13% en termes donc, de contribution au PIB, au produit intérieur brut. Donc il y a vraiment cette confiance retrouvée du point de vue des investisseurs, du point de vue donc, des partenaires donc, bilatéraux ou multilatéraux comme le Fonds monétaire international, la BAD. J'ai suivi récemment donc, l'interview donc, du président de la BAD, monsieur voilà, exactement, qui a salué donc, le taux de croissance de la Côte d'Ivoire. Donc il y a des performances qui sont donc incontestables du point de vue donc, dans la sous-région. Alors, vous avez parlé d'ouverture. Oui. On a l'impression peut-être que les Ivoiriens ont fait consensus pour rester timides. Parce que vous ne pouvez pas détenir ce que vous détenez, avoir les atouts dont vous disposez, façade maritime, agriculture, pluviométrie, et puis ressources humaines, capital humain. Vous avez tout ça, mais on a comme l'impression que vous êtes absent d'une zone qui aurait pu être votre zone de prédilection, c'est-à-dire où vous faites de l'expansion pour montrer qu'en fait vous assumez un leadership. Qu'est-ce qui cloche? Bon, je pense qu'il y a un effort, je ne vais pas rentrer dans des questions assez sensibles, mais je pense qu'il y a un effort de concertation au niveau communautaire. Il faut dire qu'il y a un problème d'harmonisation, que ce soit au niveau fiscal, que ce soit... Parce que, en fait, la fiscalité, c'est un peu comme la chasse gardée de chaque chef d'État. Voilà, je ne vous apprends rien. Donc, chaque chef d'État conduit sa politique sans aller plus loin, mais je pense que les réflexions sont en train d'être menées exactement au niveau de la... Nous avons une banque centrale commune. Donc, aujourd'hui, tous les pays essaient de respecter donc, les différents critères, n'est-ce pas? Au niveau donc, de l'inflation, le taux d'inflation est maîtrisé. Donc, aujourd'hui, il y a des efforts qui sont faits. Comprenons que les choses se font de manière processuelle. Et donc, moi, je pense qu'il faut s'inscrire dans tout ce qui est positif. Voilà, c'est un peu ce que je veux dire par rapport à cette question. Il y a la question inévitable de la monnaie. Aujourd'hui, on semble vivre les derniers instants du CFA, mais l'écho a du mal à naître. À naître. Alors, je veux dire qu'il faut qu'on dépassionne le débat. Il y a les débats activistes, etc. Et il y a la réalité économique. S'engager dans une nouvelle monnaie, ça demande vraiment une préparation, ça demande vraiment une procédure à suivre. Parce qu'il ne suffit pas donc de battre monnaie. Il faut aussi que nos économies reflètent en fait cette réalité qui nous donne le pouvoir donc, de pouvoir donc, créer de la monnaie. Donc je pense que oui, mais il faut aller vraiment avec un consensus, un minimum donc de base, parce que nous sommes dans une communauté. C'est comme nous sommes dans un groupe. Mais s'il y a des gens qui n'arrivent pas à respecter dans les critères, c'est difficile. Et quand on regarde les critères donc, à respecter, on se rend compte que souvent c'est 2 ou 3 pays seulement qui respectent sur tous les pays de l'UEMOA. Donc il y a un problème. Il faut qu'on s'entende donc sur des bases, il faut qu'on aille vraiment vers la performance. Donc il faut que ce soit une action concertée, que tous les pays soient déterminés à aller dans ce sens-là. Et je pense qu'une fois qu'on est tous unanimes, qu'on adopte les bonnes pratiques, on peut atteindre vraiment ces questions-là. Oui, vous avez encore un peu de temps. Hein, voilà, alors l'un des facteurs d'attractivité de la Côte d'Ivoire, c'est évidemment son positionnement stratégique. Mais aussi, il faut de la stabilité sociale. Ne serait-ce que pour rassurer ceux qui veulent investir dans le pays, qui est un formidable pays. De ce point de vue-là, est-ce qu'il y a un consensus, ne serait-ce que pour donner des gages à ceux qui aiment la Côte d'Ivoire et veulent y investir? Alors, comme on le dit toujours, en finance, l'argent n'aime pas le bruit. Bon, quand on dit l'argent n'aime pas le bruit, c'est que les investisseurs n'aiment pas les pays où il y a du bruit, il y a des mouvements sociaux, etc., des tensions. On l'a constaté pendant donc, les dernières même avant les élections, on a constaté qu'il y avait des mutineries, etc. Donc c'est des éléments. Mais malgré cela, le gouvernement a réussi quand même à juguler et ça a envoyé une stabilité. Mais effectivement, ce que vous dites, c'est un fait indéniable. Et donc, nous pensons que le dialogue est en train de se faire, est en train de s'installer au niveau de la classe politique. Et je pense que je reste confiant que les choses vont aller dans le bon sens. Voilà. Du point de vue maintenant de la transformation du produit, on ne va pas quand même rester depuis l'époque du président Félix Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny avait un terme très séduisant et charmant. Il disait que nous étions face à ce qu'on a appelé la détérioration des termes de l'échange. Oui. Si un sac de cacao pouvait valoir un sac de farine, plus tard, il fallait sortir 2 sacs de cacao pour avoir toujours le même sac de farine. Et il considérait en fait que donc l'échange était inégal. Mais
qu'est-ce qu'il faudrait aux Ivoiriens, qu'est-ce qu'il faudrait au leadership ivoirien, ne serait-ce que pour procéder quand même à une certaine transformation du produit brut. D'abord, ça permettrait peut-être aux jeunes Ivoiriens de se qualifier, de pouvoir être plus opérationnel, et en même temps aussi peut-être de résorber le sous-emploi dans le pays. Donc, est-ce que de ce point de vue-là, le leadership ivoirien a conscience qu'il faut transformer donc la fève? Alors, c'est une très belle question que vous posez. Ça parle donc de la compétitivité de nos économies. La compétitivité. Je prends le cas du Sénégal. Nous avons l'arachide. Oui. On exporte donc des tonnes d'arachide qui reviennent sous forme d'huile et le Sénégalais lambda dépense plus. Vous voyez? Donc, il y a un effort qui doit être mené au niveau de l'industrialisation de nos économies. C'est ça la question, moi, je pense. On n'arrive pas à passer au produit fini. Je dirais même que c'est comme ça que nos footballs sont. On a une équipe qui termine généralement en quart de finale où on a vraiment des équipes phares où nos joueurs jouent dans des clubs. Donc, je pense qu'il y a un effort d'industrialisation à mener pour permettre à nos économies d'atteindre le taux de transformation. Donc, quand nous prenons le cas du cacao, est à 35%. Mais les projections tablent autour de 50% pour dire qu'il y a un effort qui est en train d'être fait, mais on doit aller vers 100% de transformation. C'est pareil pour le pétrole. On découvre que le Sénégal a un sous-sol immensement riche. Mais je vais parler d'un aspect. Nous ne sommes pas prospectifs. Combien d'écoles de business school sont ouvertes dans le domaine du management du pétrole, dans le même du cacao? À part l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, qui a une école supérieure d'agronomie. Mais combien d'écoles se spécialisent dans tout ce qui est cacao? Voilà, nous devons repenser même nos maquettes de formation au niveau universitaire pour que les ressources que nous mettons sur le marché soient directement opérationnelles et prennent en compte notre écosystème entrepreneurial. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Oui, je pense. Et ça réduit un peu les angoisses justement des planteurs ivoiriens. Des planteurs ivoiriens. Qui ne comprennent pas le jeu de yo-yo justement sur la fixation du prix du cacao. Exactement. Simplement parce que c'est déterminé ailleurs qu'en Côte d'Ivoire, ailleurs qu'à Accra, alors qu'Accra et Abidjan auraient pu être justement des pôles de détermination et de la fixation des prix. Ce que vous dites, c'est vraiment pertinent. Aujourd'hui, on a besoin de compétences, des experts sur les marchés des matières premières. Je suis spécialiste en marché financier. Et au niveau des marchés financiers, il y a le marché des matières premières. Alors, on a besoin de former des experts qui puissent comprendre les problématiques, les enjeux qui engagent dans nos États. Il faut qu'on mène la réflexion, qu'on trouve des écoles qui puissent vraiment voir, tenez, c'est le cacao, le café, qui sont la NACAD même. Il ne suffit pas pour moi. C'est bien de mettre en place des projets de promotion donc, de la NACAD, etc., de la chaîne NACAD ou de cacao, mais il faut aller beaucoup plus loin que ça. Il faut permettre à ce que c'est comme par exemple le domaine technologique. On prend des instituts comme aux États-Unis, on prend le Silicon Valley. On voit qu'aujourd'hui, l'industrie de la technologie est vraiment vulgarisée et qui permet aux Américains d'avoir un leadership. Donc aujourd'hui, si nous avons un avantage concurrentiel au niveau mondial sur certains produits, nous devons nous investir, créer donc un environnement en termes d'école de formation, en termes même de promotion. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Tout le monde a la mentalité bureaucrate, comme on le dit. On se dit, pour réussir, il faut qu'on soit en costard, dans un bureau. Voilà. Un peu comme chez Oulaïo ce soir. Bon, aujourd'hui, je l'ai fait pour les causes de ITV. Mais je veux dire qu'en fait, l'entrepreneur est mal vu, l'agriculteur est mal vu, le planteur est mal vu. Or, aux États-Unis, ceux qui sont les plus riches, ce sont les agriculteurs et ils sont fiers de l'être. Et le président, au fait, il a inculqué dans les générations avant nous le modèle du planteur. Mais aujourd'hui, qui se reconnaît quand on demande aux jeunes de retourner à la terre? Oh non, moi je ne vais pas retourner à la terre, qu'est-ce que je vais faire à la terre? Alors vous avez parlé de... Il y a une sensibilisation à faire pour moi, je pense. Vous avez parlé de... Dernière question. Disons, vous avez parlé de prospection. Oui. Le pape Mme Abdou Kassé, dans son élément, ponctue donc la fin de son reportage sur une projection de 8,2% du taux de croissance. Oui. J'ai envie de savoir si la Côte d'Ivoire retrouve un peu l'embellie économique et retrouve également les niveaux de croissance qui lui permettraient sans doute de taquiner les puissances intermédiaires. Les puissances intermédiaires. Alors, il faut reconnaître qu'il y a eu une croissance qui a été saluée par les institutions. Il y a eu l'impact de la crise, la Covid, que tout le monde a vécu. Maintenant, les différentes critiques qui sont faites à l'endroit, donc, pour être critique, c'est que la croissance n'est pas inclusive. Que disent certains? D'autres disent, oh, on ne mange pas le goudron.
on ne mange pas les ponts. C'est ce que les gens disent. Hein. C'est l'Ivoirien lambda qui s'exprime ainsi. Parce que bon, souvent, il y a une communication qu'il faut faire. Parce qu'il voit les routes, mais il s'est dit, bon, dans mon panier, je ne ressens pas. Donc maintenant, le gouvernement a mis en place des plans au niveau social pour permettre à ce que ces personnes puissent bénéficier donc, des fruits de la croissance. Donc la redistribution de la richesse est importante. Et je pense que c'est le cheval de bataille qui est pour la prochaine mandature. Tout à fait. Merci. Intéressant. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci pour l'opportunité que vous m'avez donnée. Et c'est un plaisir, en tout cas, d'avoir échangé avec vous. Plaisir partagé. Merci, Mamadou Ndiaye. Merci. La suite de la totale. Revenons à la culture avec cette fin d'année chez les musiciens sénégalais. Ambiance morose, il faut le dire tout de suite. C'est l'heure de dresser le bilan de l'année 2020 dans le monde de la culture. Le président de l'Association des métiers de la musique du Sénégal parle de bilan négatif. Tout le contraire du côté de l'artiste musicien Ali Beta qui n'entend pas le même refrain. Voyons tout cela avec Boubacar Dien. Les images sont de Moussa Fall et Augustin Manda. Le mois de décembre, symbole de la fin de l'année en cours, l'année 2020 est marquée par la pandémie de la COVID-19 qui a eu raison sur beaucoup de secteurs d'activité. Le monde de la culture sénégalaise est aussi touché au cœur. 2020, je crois que c'est l'année la plus négative dans l'histoire de l'humanité, mais aussi dans l'histoire de la culture et de la musique en général au Sénégal. Ce bilan, il est de zéro. On n'a pas bougé, on n'a pas joué, on a perdu beaucoup d'argent et nous avons perdu beaucoup d'amis qui nous ont quittés pendant cette période. L'état d'urgence assorti d'un couvre-feu a été des moments féconds pour cet orchestre. Ils en ont profité pour avancer dans leurs réflexions. On avance dans l'année avec des productions, donc tout ce qu'on a produit cette période et bien avant, c'est l'occasion pour nous de le montrer. Le parcours est un bon moment parce que nous avons pu montrer au parcours le travail d'exposition de tous ces artistes qui travaillaient ici, sur Wakam, qui s'appelle Nyun Wakam. Nous avons présenté le manifeste sur lequel nous avons travaillé avec d'autres artistes qui ont co-écrit, qui s'appelle Muninen, la culture comme arme de construction massive. Et nous allons sortir l'album pour cette fin d'année qui sort ce soir. Cela va sans dire que le bilan annuel est positif. D'ailleurs, leur album est disponible. Je pense qu'elle est positive. Hein? Bon, tu sais, même la crise est positive. La crise peut être productrice de quelque chose. Moi, je ne m'arrête pas juste sur le côté crise, mais je m'arrête sur les opportunités qu'elle nous offre. Donc pour nous, c'est un bilan très positif parce que ça nous permet de recentrer le débat, de revenir à l'essentiel, d'avancer sur des projets qui étaient en attente et de pouvoir réarticuler une parole commune. Donc je pense qu'il faut des moments pour tout, pour parler, il faut des moments pour se taire, il faut des moments pour agir, il faut des moments pour se reposer. Et que cette crise, au final, elle a été productive et positive pour nous. Par contre, le président de l'Association des métiers de la musique du Sénégal, qui regroupe beaucoup de musiciens, a hâte que 2020 laisse la place à 2021. Je me demanderais si on ne devrait pas sauter décembre pour aller directement en janvier, voilà, pour en finir avec cette année-là. Sur tous les plans, je crois que ça a été très laborieux et les conséquences dont nous nous attendons ne sont pas encore terminées. Pourquoi ? Parce que avec tous ces effets que ça et l'impact économique que ça a suscité, par exemple, dans ce pays-là, on ne peut pas encore mesurer cet impact économique de ce que sera en 2021 si nous ne serons pas dans des situations de manque d'argent, dans des situations économiques extrêmes. En attendant de voir ce que sera le reste de l'année avec la hausse des cas de Covid-19, ici, l'on profite des derniers jours de 2020 dans une bonne ambiance. C'est des images d'archives ou il y a de l'ambiance? Il y a de l'ambiance. Déjà, ah oui. Alors, Boubacar, bonsoir. Bonsoir, Mahmoud. Boubacar, bien entendu. Et est-ce que le nombre de cas de contamination de ces derniers jours ne risque pas de compromettre justement encore plus ce qui reste de l'année chez les musiciens? Concernant cette question, on peut répondre par l'affirmative parce qu'en 48 heures, nous avons eu 180 cas
180 cas, hier 100, aujourd'hui 80, dont 131 cas issus de la transmission communautaire. Et d'ailleurs, même il y a 2 jours auparavant, le ministre de la Santé et de l'Action sociale l'avait dit, Abdoulaye Diouf Sarr, que le couvre-feu n'est pas exclu, comme ça s'était fait auparavant quand il y avait une explosion des cas de coronavirus. Et ça, si ça continue comme ça, donc on risque d'aller vers un nouveau couvre-feu, un couvre-feu qui allait encore compromettre donc le travail de ces musiciens-là, donc qui dépendent des spectacles, des salles, et qui dit coronavirus, donc ça ne rime pas avec un grand nombre, un grand public donc qui vient dans une salle ou bien dans un espace ouvert pour se rencontrer et suivre des concerts, des soirées ou bien même des dîners de gala. Et pouvons-nous dire que 2020 a vraiment plongé les musiciens dans le gouffre? Oui, c'est une année noire, comme l'a dit M. Guy Sepen, qui d'ailleurs a dit qu'on devrait sauter de décembre pour aller directement en janvier 2021, tellement les choses donc sont mal parties avec eux, avec le mois de mars qui coïncide avec l'arrivée du coronavirus au Sénégal. Le coronavirus est arrivé, beaucoup de lieux ont été fermés, concernant aussi le spectacle, les salles de spectacle, les concerts, tout cela n'avait plus lieu, et c'est pour cela même que le gouvernement, à travers le président de la République Macky Sall, avait octroyé 3 milliards de francs CFA aux musiciens pour les soutenir pendant ces 6 mois de chômage, par chômage technique je peux dire. Ils étaient restés sans boulot, et 3 milliards pour des milliers de musiciens. Chacun avait un peu reçu 126 000 ou bien 120 000 francs. Donc 120 000, ça ne peut pas combler tout ce qu'ils ont perdu. Ça ne couvre pas une année. Voilà, ça ne couvre pas une année, même pas 2 semaines. Figurez-vous, un musicien peut gagner en une semaine 300 000 francs CFA ou bien 600 000. Chaque concert, c'est 300 000 ou 200 000 francs CFA. Vous calculez tout cela en 4 mois ou bien 6 mois, donc ça fait beaucoup plus que la somme qui leur a été donnée. Merci Boubacar Dieng. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de Bouillon Culture. Inch'Allah. Travailler et réussir dans leur pays, le Sénégal, c'est la conviction ferme de 2 jeunes qui s'appellent l'un Massamba Thiam et l'autre Youssou Boroli. Ils entreprennent dans le domaine de la cordonnerie, un projet que Massamba et Youssou ont commencé il y a 1 an de cela avec seulement 100 000 francs CFA comme capital, une somme très loin des 600 000 ou même 700 000 francs CFA que les candidats à l'immigration clandestine donnent à leurs passeurs pour rejoindre l'Europe. C'est un reportage d'Oumar Kane Moussa Fall. Pour dire qu'ils n'ont jamais pensé émigrer, ni par la voie régulière, ni par la voie irrégulière, parce qu'ils sont convaincus qu'ils peuvent réussir leur vie ici, dans leur pays. Nous sommes nés ici et c'est ici que nous avons grandi. Nous avons un slogan, c'est rester et réussir, parce que nous sommes convaincus que c'est ici que nous pouvons réussir. Massamba Thiam et Youssou Boroli sont tous les 2 cordonniers, un métier dans lequel ils ont choisi d'entreprendre depuis quelques années. Comme tout début, cela n'a pas été facile, se souvient Youssou. Avant, genre spécial, Avant, nous exposions les chaussures sur un petit plateau en fer qui ne pouvait pas prendre plus de 20 paires. Nous faisions aussi de la vente en ligne. Grâce aux réseaux sociaux, nous livrons aussi avec un vélo. Parfois, il nous arrive de nous transformer en marchands ambulants. Nous interceptons les gens dans la rue ou même faisons du porte-à-porte. Hier, ils étaient des marchands ambulants. Aujourd'hui, ils ont leur propre boutique et livrent leurs chaussures à des clients établis un peu partout dans le monde. Nous ne pouvons pas vraiment dire avec exactitude combien de paires nous vendons le mois. Il arrive que quelqu'un nous appelle et commande 20 paires de chaussures, parfois un peu plus, parfois moins. Nos clients sont un peu partout dans le monde. Pas plus tard qu'hier, nous avons livré à un client établi à Tahiti. Il a vu les chaussures sur un réseau social. Il nous a appelés et a commandé 20 paires. Valeur 40 pièces.
40 pièces. Parce que Massamba et Youssou travaillent avec de nombreux revendeurs qui, eux aussi, y trouvent leur compte. S'ils ont un secret, c'est bien la qualité de leur travail. Un argument de vente béton, d'autant plus que ce sont les clients eux-mêmes qui font la publicité de bouche à oreille. Nous misons beaucoup sur la qualité et le confort dans la confection des chaussures. C'est peut-être cela le secret, parce que ce sont nos clients eux-mêmes qui recommandent nos chaussures à d'autres personnes. Si nos chaussures n'étaient pas de bonne qualité, ils ne les feraient pas. En attendant de conquérir le marché mondial, le chanteur Wally Seck ou encore l'animateur Abba ont déjà choisi de troquer leur Gucci, leur Louis Vuitton et leur Givenchy contre du Teranga Firdausi. Ailleurs, pour poursuivre votre magazine La Totale, dimanche, la pratique de l'islam en France. Le sujet a suscité beaucoup de controverses ces derniers temps. Le débat sur la pratique de l'islam y est très vif depuis la sortie délicate du président Emmanuel Macron sur les caricatures du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Notre correspondant à Paris, Abdou Latif Diop, a donné la parole à des musulmans vivant en France. Reportage. Le président Emmanuel Macron a annoncé au lendemain de son discours controversé sur l'islam après l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty, la création d'un institut scientifique d'islamologie pour la formation de chercheurs spécialisés. Pour mener à bien son projet, le chef de l'État français compte s'appuyer sur une instance représentative de l'islam qui porte déjà la lourde responsabilité dans les problèmes que vivent les citoyens et résidents français de confession musulmane. Est-ce l'islam a réellement besoin de garde-fous pour vivre la foi? L'imam de la Grande Mosquée de Paris donne son avis. On vit notre côté religieux ou notre religiosité comme il se doit, librement. La preuve, il y a plus de 2500 mosquées ici en France, sur ce qu'il n'y avait pas avant. Il y a plus de 10 millions de Français. On a la liberté de pratiquer notre culte à notre façon, dans les meilleures conditions. Même si certains trouvent que l'islam n'est plus ce qu'il était en France, une société française confrontée à un islamisme controversé a besoin de se ressaisir en acceptant la différence dans les communautés, comme le préconisait le président du Sénégal, Macky Sall. Un musulman, il ne cherche pas la guerre, il cherche la paix. Ils cherchent de vivre ensemble. C'est ça notre prophète, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que Allah aussi il nous dit? Ces gens-là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui qui parlent de terrorisme, que l'islam et des musulmans, c'est eux les tueurs et des musulmans, c'est faux. Parce qu'un musulman, c'est un exemple. Les musulmans, aujourd'hui, sont en train de souffrir pour les discours de président de la République, pour les caricatures de Mohamed, etc. Moi, qu'est-ce que je demande au président de la République Macron en France et tous les présidents de l'Europe, qu'il faut lancer la paix entre les religions. Même si la peur trouble les esprits de certains fidèles, le docteur Khaled Al-Arabi rassure et dénonce ceux qui tuent au nom de l'islam. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à aujourd'hui, tous les attentats où ces barbares, ces terroristes, ils n'ont jamais accédé à une mosquée. Je pense que certains qui ne font même pas la prière. En fait, ils n'ont pas grandi dans une mosquée. Ils ne pratiquent pas une mosquée. Donc l'autre, celui qui ne me connaît pas, oui, parce que lui, il dit, du moment que je suis musulman, je fais ou je pratique mon culte à la mosquée. Donc automatiquement, les terroristes, ils sortent ou ils viennent de la mosquée. Mais il n'y a aucune étude qui prouve qu'effectivement, ces terroristes, ils viennent de la mosquée du tout. Donc c'est à ce moment-là, c'est à nous, les hommes religieux, les responsables d'associations, les recteurs, en l'occurrence le recteur de la Grande Mosquée de Paris, qui sont là à expliquer aux médias et nous, aux fidèles et aux autres, et demander à l'autre d'essayer de me comprendre et de venir vers moi et je vais lui expliquer ma religion. Entre une France qui brandit un héritage laïque républicain
et celle qui sème le doute dans la foi musulmane, l'imam de la Grande Mosquée de Paris tranche le débat. L'État nous laisse la liberté de pratiquer notre culte. Après, s'il y a des personnes physiques et morales, on ne va pas les écouter. Ça ne nous empêche pas d'ouvrir la mosquée, de recevoir les gens, de recevoir les fidèles et de faire nos 5 prières quotidiennes, y compris la prière du vendredi. En l'occurrence, là, comme il y a le problème du Covid-19, donc là, on ne peut pas faire la prière du vendredi. Mais si demain, il y a le déconfinement, à ce moment-là, oui, on va revenir. Il y a du monde, on a presque entre 3 et 4 000 fidèles le jour du vendredi. Donc, il n'y a pas de contrainte caractérisée et matérialisée en soi, non. D'autres fidèles trouvent que le combat contre l'islamisme serait un simple prétexte pour surveiller les mosquées, tandis que les vrais musulmans prennent leur religion bien au sérieux. En Europe, pour un musulman, de nos jours, c'est pas facile. C'est très difficile puisque voilà, il y a le contexte de beaucoup de choses et c'est délicat et il faut c'est quelque chose que moi je le pratique. Je vis ici en France depuis que je suis né, mais je respecte ce pays, mais aussi je pratique ma religion. Mais au fond de moi, et c'est pas marqué là sur je respecte, je fais ce qu'il faut, quoi. Certains intellectuels pensent qu'en France, l'islam doit être accueilli sans réserve ni doute afin de vérifier que l'Europe est bien vidée de toute subsistance commune, nationale ou religieuse. La flore ou la vie des plantes, direction ce dimanche le jardin botanique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Une découverte en plein cœur de notre capitale. Kessendour, qui est déjà sur ce plateau, répondra à nos questions tout à l'heure. Kessendour a visité donc ce jardin pour nous faire découvrir le nénuphar, une chercheuse spécialisée, très passionnée de cette plante du nom de Fatou Kiné Gueye. Aussi méconnu qu'incroyable, je veux parler du nénuphar, un reportage de Kessendour donc. Attention à ne pas le confondre avec le lotus. Le nénuphar est bel et bien une plante à part entière. De la famille des nymphéacées, il se développe en milieu aquatique dormant et non salin, sans pour autant être assimilable à une algue. Et pour cause, notre nénuphar dispose de jolies feuilles. Ce sont de larges feuilles de 15 cm à 30 cm de diamètre. L'espèce est maintenue par un bulbe à l'intérieur. Ce bulbe entre dans la vase et c'est à partir de ce bulbe émergent des pétioles. Les pétioles portent les feuilles directement. Et il y a certaines qui sont courtes, ce qui fait qu'il y a des feuilles qui sont immergées et les pétioles qui sont un peu plus longs. Donc, ce sont les feuilles qui sont flottantes. Ces larges feuilles, dont le diamètre peut varier de 15 à 30 cm, il en existait autrefois 4 types, mais de nos jours, leur nombre tend à diminuer. Il existe 4 espèces au Sénégal, d'après la littérature, mais d'après nos études dans la vallée du fleuve Sénégal, on n'a retrouvé que 2 espèces, que sont le nénuphar blanc, qui est le Nymphaea lotus, et le nénuphar bleu, qui est le Nymphaea micrantha, encore plus petite que l'autre. On les rencontre dans les mares, les cours d'eau, là où le courant n'est pas trop rapide. Si on va dans la vallée du fleuve Sénégal, il y en a beaucoup là-bas. Dans la Basse-Casamance, dans la vallée dans la Basse-Casamance, en Gambie, etc. Et partout où il y a des points d'eau, ce n'est pas une espèce trop exigeante. Une espèce peu exigeante, mais surtout sous-exploitée. Ces fleurs blanches qui fleurissent de mars à juin n'ont rien à envier à la beauté de leurs feuilles. La période de floraison, c'est entre mars, avril, mai, genre. Donc, vous verrez dans ces périodes-là qu'il y a des jolies fleurs blanches et qui sont très, très larges. On les aperçoit d'habitude la nuit et un peu en milieu de journée dans certaines parties du pays. Des fleurs très jolies quand même. Je pense que c'est pourquoi l'aspect ornemental est plus connu dans le monde.
que l'aspect culinaire, etc. Et pourtant, ces fleurs si belles à regarder produisent également des fruits aux graines fort utiles. Dans la vallée du fleuve Sénégal et en Basse-Casamance notamment, traditionnellement, les populations incorporent les graines rouges, jeunes et noires plus anciennes à leur régime alimentaire quotidien, même si ce savoir-faire tend lui aussi à se perdre. Ces graines-là sont riches en phosphore, sont riches en calcium, sont riches en magnésium et aussi on sait que la valeur nutritionnelle est vraiment élevée et c'est consommé en tant que céréale par la population locale. Certaines connaissent vraiment l'utilisation, les graines noires sont utilisées pour faire des couscous, de la pâtisserie, du pain, etc. Les graines rouges sont utilisées pour remplacer le riz dans les plats traditionnels. Donc, on peut dire que l'espèce peut jouer un rôle important dans la diversification du régime alimentaire. Malgré ses nombreuses qualités esthétiques comme nutritionnelles, le nénuphar reste une espèce majoritairement sous-exploitée. Sa présence est plus fréquente dans les dessins animés pour enfants que dans nos marécages. Et une précision importante, ce jardin botanique de l'UCAD, c'est 3 hectares en plein cœur de notre capitale. Bonsoir Kessendour. Bonsoir Maodo. Pourquoi le nénuphar est si peu présent dans nos environnements et dans nos assiettes? Alors ça vient dans un premier temps de l'espace dans lequel on peut le retrouver. Il faut savoir donc que effectivement c'est une plante d'eau, mais que son environnement de développement est le même que celui du riz. Donc il y a beaucoup d'agriculteurs qui ne connaissent pas forcément la plante et qui décident d'assécher les marigots, les petits cours d'eau pour y développer la culture du riz et par conséquent arrêter celle du nénuphar dont on ne connaît pas, dont on méconnaît en tout cas tous les bienfaits. Et il y a aussi la question du réchauffement climatique qui explique peut-être cela. Les points d'eau tendent à se raréfier. Alors effectivement, on le sait, hein, le réchauffement climatique est mondial, on en souffre tous et les premières victimes sont les espèces marines, aquatiques. Mais en ce qui concerne le nénuphar, c'est pas la raison première, tout simplement parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir une vaste étendue d'eau ni d'avoir une grande profondeur. 60 cm de profondeur suffisent à ce que les nénuphars se développent. Autrement dit, vous avez une petite mare chez vous. À partir du moment où vous réussissez à l'entretenir, vous pouvez y faire pousser du nénuphar et donc récolter des fruits et des graines. Alors, ma dernière question, est-ce que tout ceci en fait une espèce menacée, le nénuphar? Alors, menacé par l'homme, je vous le disais, parce qu'on a tendance à assécher son milieu de vie, les mares dans lesquelles il se développe, mais sinon, absolument pas. Il faut savoir que les différents prédateurs, hein, que ce soit les poissons, les animaux pouvant évoluer au Sénégal, ne représentent aucune menace pour le nénuphar, mis à part 2 volatiles, dont l'un que l'on connaît bien et qu'on avait déjà vu dans la totale lorsque l'on s'intéressait aux animaux. Il s'agit du canard qui a bien compris que ce nénuphar avait des propriétés nutritives extraordinaires, mais mis à part ces 2 espèces que l'on ne retrouve pas, il faut bien l'avouer, en grande quantité, personne ne s'intéresse au nénuphar. On aurait donc tout intérêt, comme l'a dit la chercheure, à favoriser son utilisation et l'agriculture autour de cette plante qui, encore une fois, pourrait participer à l'autosuffisance alimentaire au Sénégal. Depuis que nous avons un peu quitté les campagnes pour rejoindre les villes, ce savoir-faire se perd et c'est bien dommage. Et voilà qui est dit. Vous avez goûté au nénuphar? Non, j'ai goûté cru, oui. Vraiment par curiosité. Il faut savoir que le mil est difficilement consommable comme ça, tel quel, une fois cueillies ou quoi. Pour les graines de nénuphar, une fois qu'elles sont séchées, les enfants ont même tendance à les manger en tant qu'amuse-bouche. Ce n'est pas si dur que ça ne s'apparente pas ni au mil, ni au riz, ni même à de la semoule crue. C'est vraiment tout à fait consommable et puis c'était pas mauvais. Et en attendant, si une téléspectatrice ou un téléspectateur a envie de nous faire parvenir de la semoule de nénuphar avec la recette, je suis preneuse. En tout cas, on a lancé la commande. Merci Kessendour et rendez-vous la semaine prochaine. Effectivement, dans 7 jours. Avec une plante, qui s'appelle,
Je n'ai pas encore fait mon choix, mais il faut savoir qu'effectivement, le jardin botanique de l'UCAD, vous l'avez dit, c'est 3 hectares en plein cœur de la capitale, que les Sénégalais et les Dakarois ne pensent pas à y aller aussi souvent, mais qu'en plus, parmi ces 3 hectares, il y a également des champs qui sont utilisés pour l'agriculture, où les étudiants et les chercheurs font pousser et étudient de nombreuses espèces. En ce moment, on cultive l'oignon, l'aubergine également. On va aller voir un petit peu ce que peut nous montrer, ce que peut nous apporter, ce que peuvent nous apporter ces champs en plein cœur de la capitale. Les splendeurs, les merveilles du jardin botanique à suivre donc avec Kessendour. Et nous voilà en fin de semaine, on est dimanche, une nouvelle semaine qui démarre aussi à partir de demain. Sauf que parfois, même si vous êtes à votre compte, même si vous travaillez à la maison et même si vous faites le travail qui vous passionne, le lundi, c'est toujours très dur. Alors on se charge de vous donner quelques bons conseils. Bonsoir Ndeye Nancy Diouf. Bonsoir Mamadou, votre rubrique Bonne Semaine accueille aujourd'hui Lamine Sarr qui est un chauffeur de transport en commun depuis plus de 30 ans. Alors comment gère-t-il sa semaine? Quel est son secret? Il a accepté de tout nous dévoiler. Regardez. Bon, mon secret c'est l'ancienneté quoi. C'est que les 30 ans d'expérience que j'ai fait dans ce métier. C'est un métier que je maîtrise, de se lever très tôt, d'essayer de gérer le temps, parce que c'est le temps qui rapporte. Donc si tu te lèves le matin, tu fais le travail que tu maîtrises, que tu connais, là tu réussis à gérer. La motivation qui est une chose très importante, surtout quand on doit travailler presque tous les jours de la semaine. Est-ce là notre invité en sait quelque chose? Parce que 30 ans de carrière, c'est pas n'importe qui, c'est pas donné à n'importe qui. Il y a beaucoup de raisons. Il y a la famille, il y a moi, en fait, c'est pour avoir la belle vie, quoi. C'est pour montrer que la vie, c'est fait pour travailler, quoi. Et ce travail-là, ça te permet de percer. Nancy, quel est le bon conseil pour cette semaine? Le conseil du jour pour que le lundi se passe de la meilleure des manières possibles. Veillez à ne pas vous surcharger de travail. Prenez votre temps, ne vous mettez pas la pression car cela se répercutera sur le reste de la semaine. Restez zen et vous verrez que la semaine passera extrêmement vite. Merci donc et bonne semaine. Merci, excellente semaine à vous et excellente semaine aussi à tous nos téléspectateurs. C'est la fin de cette Total Dimanche. À la réalisation Abdoulaye Ndiaye, chef d'édition Omar Khan. Notez pour le reste de la soirée votre plateau culture avec Jeune Femme Dynamique. Oussama Monique Sagna fera face à Alima Gadji. Et puis à 22h, Omnisport avec Aliou Goloko, membre de la cellule de communication de la CAF et l'invité de l'équipe de Malik Tchandoum Sekou Saïdi et Papa Malik Diao. Demain, Tok Tok à 6h30, Boubacar Diallo. À 5h45 déjà, Aïssat Ndiaye du côté de la radio avec Dakar Direct. Quant à moi, je me repose un peu. Dimanche prochain, ce sera le tour de Khalifa Diakhaté de prendre le relais. Merci de nous avoir regardés. Excellente semaine et à la semaine prochaine pour Khalifa Diakhaté.